Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2665 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 11 novembre avec des anniversaires, il y en a pas mal aujourd'hui. Tout d'abord, Robin Lenormand, le défenseur de la Real Sociedad, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On peut voir aussi le deuxième, là où c'est marqué Ben Douak. C'est un jeune joueur, il fête aujourd'hui ses 18 ans, un jeune joueur de Liverpool. Petite parenthèse, il avait commencé titulaire le match avant-hier contre l'équipe de Toulouse. Bon, il a été sorti à la mi-temps, remplacé par Salah, vu qu'il perdait l'équipe de Liverpool. Donc aujourd'hui, il fête ses 18 ans. Un an surveillé, ce Ben Douak. Il y a aussi Ryan Kent, un joueur du Fenerbahçe, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Denis Bouanga, meilleur buteur de la saison là, qui vient de se finir du côté de la MLS. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, l'attaquant des Los Angeles FC. Adam Ounas, l'Algérien du côté de Lille, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Wijnaldum, l'ancien Parisien, maintenant il évolue du côté de l'Arabie Saoudite. Il fête aujourd'hui ses 33 ans. Par exemple, Jamal Lascelles, qui est le capitaine de Newcastle, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Voilà, pas mal d'anniversaires aujourd'hui. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir, vendredi, dans les gros championnats en Europe, parce qu'il y avait quelques matchs, comme souvent, il y a souvent des matchs les vendredis soirs. Donc en France, Montpellier contre Nice, 0-0. Pas grand chose à dire sur cette rencontre qui s'est clôturée sur un match sans but. Donc bon, les Niçois ont été plus entreprenants que les Montpelliérains. J'ai pas vu le match, mais bon, Nice a eu plus d'occasions. 15 tirs, 4 tirs cadrés, aucun but, alors que Montpellier, c'est 9 tirs, seulement une frappe cadrée dans le match, qui n'ont pas marqué, du coup ça c'est fini. Un triste 0-0, donc pas entreprenant, voilà ces deux équipes, avec ce résultat qui arrange je pense aucune des deux équipes. Et Nice n'a plus été mené en Ligue 1 depuis 13 matchs de suite et 780 minutes. C'est vrai qu'hier il y a eu 0-0, donc Nice n'a pas marqué, mais Nice n'a pas pris de but, et du coup Nice n'a pas été mené, et ça fait depuis le début de la saison qu'ils n'ont pas été menés, et c'est incroyable. Après 12 journées de Ligue 1, Nice n'a toujours pas été mené. Donc depuis Copta Jean, donc c'est un site qui analyse pas mal de sites, tout ça, de stats dans le football. Donc seul Bordeaux en 1984-1985, 12 matchs, a réussi cet exploit. Donc il y a seulement une équipe depuis 1947, donc il y a quasiment plus de 80 ans, qui avait réalisé cet exploit de faire 12 matchs d'affilée en Ligue 1 sans être mené. Nice, pour l'instant, fait la même chose. Donc, leur prochain match, leur 13e journée, s'ils ne sont pas menés, ce sera la seule équipe à avoir fait plus de 13 matchs, les 13 premiers matchs de Ligue 1 sans avoir été menés. C'est quand même incroyable ce que réalise l'équipe de l'OGC Nice. Et Nice, toujours invaincu, vu qu'ils n'ont pas été menés, ils n'ont toujours pas perdu, tout simplement. Donc, ils ont fait quelques nuls, dont ce nul hier contre Montpellier. Restait quand même sur 4 victoires d'affilée, comme les Niçois. Et voilà, pas mal de victoires, pas mal de nuls et 0 défaites. Et c'est pour ça qu'actuellement, ils sont leaders de la Ligue 1. Donc, Nice, 26 points, le PSG, 24 points. Notez que le PSG, on en parlera tout à l'heure, joue cet après-midi du côté de Reims. Donc si le PSG s'impose, le PSG sera premier de la Ligue 1. Vu qu'ils prendraient 3 points, ils auront un point d'avance sur Nice, mais il faut s'imposer à Reims, qui est quand même 4e de la Ligue 1, qui est une équipe, on sait, très compliquée à manœuvrer. Et Montpellier, avec son match nul hier, reste à la 12e position de ce classement de la Ligue 1. Le programme aujourd'hui, donc 17h, Reims-PSG, et Le Havre contre Monaco ce soir pour le dernier match de cette journée de samedi. On continue avec la Ligue 2. Regardez le programme aujourd'hui, Bordeaux-Annecy. Bordeaux, n'oubliez pas, ils sont premiers relégables, ils sont 17e, il va falloir prendre des points pour Bordeaux, parce qu'eux qui jouaient la montée, déjà la saison dernière, on se souvient qu'ils avaient fait monter, puis le match contre Rodez, il y a un supporter qui avait poussé un joueur de Rodez, du coup ils avaient perdu le match sur tapis vert. Donc là c'est une catastrophe, parce que là, ils sont en train de jouer le maintien à Bordeaux, donc il va falloir s'imposer. On va voir les autres rencontres. Donc Laval, tient toujours leader, joue contre Concarneau ce soir à 19h. En grosse équipe, il y a Paris FC, Bastia, il y a Valenciennes, Dunkerque ou 3 qui ira défier l'équipe de la Sage Ajaccio, ou la JOCR Saint-Etienne, tiens, belle affiche ce soir à 19h. Du côté du national, l'équipe de Red Star jouait hier et ils ont gagné à l'ultime minute. Ils ont marqué le but victorieux en toute fin de match. Donc les hommes d'Abibay font un gros début de saison et gardent 8 points d'avance sur la seconde place. Donc 10 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Donc voilà, des points très importants qui vont coûter bien sûr en fin de saison. On va parler aussi d'un match spectaculaire hier en national, donc 3e division française. C'était entre Versailles et Nîmes, et Versailles s'est imposé 6-0 face à l'équipe de Nîmes. Nîmes, c'est une catastrophe. Nîmes, il y a 3 ou 4 ans, ils étaient en Ligue 1 et maintenant là, ils sont en national et ils sont bien partis pour aller en national 2, donc 4e division française. Donc regardez, déjà Nîmes, au bout de 35 minutes de jeu, ils avaient déjà 2 rouges. À la 10e et à la 34e, ils ont pris carton rouge. Donc voilà, quand tu joues à 9 contre 11, c'est plus compliqué. Bon, Versailles a pris un rouge après, ça a été 9 contre 10 la fin de match, et Versailles s'est imposé 6-0 contre cette équipe de Nîmes. Donc tous les résultats, donc Dijon s'est imposé 2-1 contre Orléans, il y a qui Rouen a fait un partout contre Villefranche, c'était un duel de bien classé, et Sochaux s'est imposé 2-0. Il y a eu pas mal de rouges, regardez tous les cartons rouges quand même qui ont été distribués lors de cette journée. Et du coup le classement, donc Red Star 32 points devant Niort 24 points, donc 8 points d'avance pour Red Star. N'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui se qualifient directement, Rouen 3e, Martigues 4e et Villefranche à la 5e position. On prend la direction de l'Espagne
Espagne, il y avait un match complètement fou hier. On parlait de Versailles 6-0. Là, ce match aussi a été fou. Donc, Bilbao s'impose au bout du suspense face au Celta Vigo 4-3. Après un penalty transformé par Alex Berenguer à la 98e minute de jeu. À la 97e, il y a toujours 3-3. Donc voilà, ils ont marqué ce but victorieux, il ne restait plus rien. Donc le Celta de Rafa Benitez pointe à la 18e place de la Liga et s'enfonce dans la crise. C'est vrai que du côté du Celta, rien ne va. Donc tout d'abord les stats, c'est avec beaucoup de tirs. Regardez les tirs cadrés comme de Bilbao, 21 tirs, 12 tirs cadrés, c'est énorme. 12 tirs cadrés pour 4 buts inscrits, il y a quand même pas mal d'arrêts du gardien. Du Celta Vigo, regardez-moi ce match. Donc un coup le Celta menait 1-0, un coup il menait 2-1, un coup c'est Bilbao qui menait 3-2. Puis à la fin du match, c'est Bilbao qui a mené 4-3 avec un penalty manqué pour le Celta entre temps. Voilà, ça a été un match spectaculaire hier du côté de la Liga. Et les 3 derniers matchs du Celta Vigo en Liga, c'est des scénarios complètement fous. Donc celui d'hier, ils ont perdu à la 98e minute. Celui d'avant, donc ils ont fait un match nul contre Séville après avoir concédé à la 84e minute, puis vu un penalty annulé. En gros, ils sont pris encore une remontada en fin de rencontre lors du dernier match contre Séville. Et le match encore avant, ils avaient perdu contre Gérone à la 91e minute de jeu après un but refusé de manière controversée. Donc voilà, vraiment les 3 derniers matchs, ils n'ont vraiment pas eu de chance. Ils ont très mal fini les rencontres à chaque fois le Celta. C'est pour ça qu'ils pointent aussi loin. Regardez, 18e, ils sont premiers relégables actuellement en Liga. Donc Bilbao monte à la 5e position. Ce classement toujours dominé par Gérone, le Real, le Barça et l'Atlético Madrid. Et en parlant de Gérone, qui pour l'instant fait quasiment carton plein, 10 matchs, un nul, une défaite. Il joue cet après-midi au Rayo Vallecano. Vallecano, c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Par exemple, ils avaient accroché le Real Madrid dimanche dernier, 0-0. Donc c'est un gros test pour l'équipe de Gérone. Donc la Real Sociedad va à Almeria. Je sais pas, le Real Madrid ce soir reçoit l'équipe de Valence. Ça sera 21h. Du côté de l'Allemagne, avec Gladbach contre Wolfsburg hier. Et Gladbach s'est imposé facilement 4-0 lors de cette rencontre. Donc on peut voir le classement de Gladbach avec cette victoire remonte à la 9e position. Donc ce classement toujours dominé par le Bayer Leverkusen devant le Bayern Munich. En parlant du Bayern Munich qui joue contre Heidenheim aujourd'hui à 15h30, leur dernier match avant la trêve. Dortmund ira défier l'équipe de Stuttgart pour les affiches d'aujourd'hui samedi. Donc concernant Leverkusen, eux joueront demain dimanche. Du côté de l'Italie, il y avait 2 matchs hier. Sassuolo contre la Salernitana, 2 partout. Salernitana très efficace, 2 tirs cadrés, 2 buts. Le Sassuolo, 9 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, fin du compte, mais ils ont pris un point Salernitana alors qu'ils ont eu beaucoup moins d'occasions que Sassuolo. Et le Renoa joue contre Hellas Vérone et c'est Renoa qui s'est imposé 1-0 lors de cette rencontre pour le classement toujours dominé par l'Inter, Juve, AC Milan et Naples. Attention à Naples qui joue ce week-end, est-ce qu'il joue aujourd'hui? Il joue plutôt demain contre Empoli. Empoli qui est l'avant-dernier. S'ils font même un nul, enfin une défaite ou un nul, Rudy Garcia pourrait être licencié après, donc c'est-à-dire pendant un trêve international. Donc il est vraiment sur la sellette, il faut absolument s'imposer côté napolitain si Rudy Garcia veut garder sa place d'entraîneur. Le programme aujourd'hui, l'AC Milan qui a battu le PSG il y a quelques jours, ira défier l'équipe de Lecce, Juventus, Cagliari et Monza Torino. Programme aujourd'hui samedi. Du côté de la première ligue, il n'y a pas eu de match hier, mais on va parler du programme aujourd'hui. Wolverhampton Tottenham à 13h30 là, dans quelques minutes. Arsenal, Burnley, Crystal Palace, Everton, Manchester United contre Luton Town et Bournemouth reçoit l'équipe de Newcastle. Donc voilà, c'est le programme pour cette journée de samedi. Du côté de l'Arabie Saoudite, il y a aussi 2 belles rencontres. Tout d'abord l'équipe de Al Ittihad qui n'est pas au mieux au classement, mais ils ont gagné hier 4-2 contre l'équipe de Abba Club. Et voilà, donc surtout on va parler d'un joueur, Benzema. Et Benzema était exceptionnel. Donc sur les 4 buts, il est décisif. Sur les 4 buts, il a marqué un triplé, Karim Benzema. Et une passe D. Donc voilà, en plus la passe D est magnifique. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu sa passe D, petite talonnade. Donc magnifique but et magnifique match de Benzema décisif. Sur les 4 buts de sa rencontre, encore un triplé pour lui. Donc 38e, 67 et 69e. Il a marqué quand même 2 buts en l'espace de 2 minutes. Karim Benzema, il a inscrit son 14e hat-trick, donc triplé de sa carrière. Félicitations bien sûr à KB9. Et c'est que Suarez qui avait marqué un triplé, je crois que c'était hier ou avant-hier, avec Grêmio. Voilà, lors d'une remontada, ils perdaient 3-1. Ils ont gagné 4-3 contre Botafogo. Et Benzema marque un triplé. C'est vrai que les grands attaquants de la dernière décennie sont toujours au top, avec Suarez et bien sûr Benzema. Il y avait aussi l'équipe de Al Hilal qui jouait contre Al Tawoun, une équipe bien classée Al Tawoun. Donc ils ont gagné 2-0, c'était un choc quand même de cette Saudi Pro League, et Al Hilal s'est imposé 2-0. Mitrovic de nouveau buteur, regardez, leader donc déjà de la Saudi Pro League. Et regardez les attaquants. Donc Mitrovic c'est déjà 10 buts et 2 passes D, incroyable. On peut voir aussi Al Dawsari qui est un autre joueur de Al Hilal, Malcolm, Milinkovic et Savic. Donc les joueurs offensifs sont vraiment performants. N'oubliez pas qu'il y a Neymar normalement dans cette équipe, mais qui est malheureusement blessé. Et Al Hilal qui joue contre Al Tawoun qui est 4e. Enfin, ils ont descendu d'une place là, vu qu'ils ont perdu.
Donc voilà, Al Hilal s'envole pour remporter ce championnat, 35 points. Al Nasser, l'équipe de CR7, 28 points. Donc Al Nasser joue aujourd'hui, il joue l'équipe de Ronaldo, Al Nasser, donc il joue à 19h du côté de Al Weda. Voilà, concernant ce championnat saoudien que je parle maintenant, à chaque rencontre, enfin chaque journée de championnat je parle, alors que la saison d'avant je parlais jamais de ce championnat. On prend la direction des États-Unis, on va parler de Léo Messi. Il a joué, donc c'est un match amical extra organisé par rapport à son titre du Ballon d'Or. Donc Léo Messi a présenté son Ballon d'Or à ses supporters de Miami à l'occasion de son 8e sac. Le club a organisé un match amical parce que normalement il n'y a plus de match pour l'équipe de l'Inter Miami vu qu'ils n'ont pas été qualifiés pour les playoffs. Leur prochain match sera la première journée, prochain match officiel, on parle, première journée du championnat de MLS, ça sera en février prochain. Donc ils ont organisé rapidement un petit match, c'était contre New York City, bon ils ont perdu, l'Inter Miami, ils ont perdu 2-1, mais bon c'était surtout le match pour présenter le Ballon d'Or de Léo Messi. Donc Messi il a joué, on peut le voir, un titulaire en attaque du côté de Miami, donc il a joué tout le match, bon il n'a pas été buteur, mais bon c'est pas bien grave, on peut voir les statistiques de la partie, mais surtout c'était pour présenter bien sûr son Ballon d'Or. Donc le patch de l'Inter Miami, regardez le patch là, où on peut voir deux chèvres, en gros deux goats de couleur or, voilà, par rapport au Ballon d'Or de Léo Messi. Les crampons aussi qu'il a portés lors de ce match la nuit dernière contre New York, voilà, des crampons de couleur or avec des petits ballons à chaque fois, donc les 8 ballons d'or en gros qu'il a pu remporter dans sa carrière. Et voilà quelques photos de Léo Messi quand il a présenté bien sûr ce Ballon d'Or remporté il y a déjà bientôt 2 semaines du côté de Paris, parce que la cérémonie avait lieu à Paris. On revient en France les gars, on revient sur le programme du jour. J'ai dit le PSG joue contre l'équipe de Reims et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, le piège parfait. Reims c'est une équipe compliquée les gars, vraiment toujours délicate à jouer. Et 4 jours après une défaite douloureuse à San Siro contre l'AC Milan 2-1, le PSG s'attend à un déplacement périlleux à Reims, une équipe joueuse, agressive et surtout en pleine confiance. Cette équipe de Reims avec leur coach Will Steele qui sait faire, enfin il sait ce qu'il fait du côté de Reims. Donc voilà, ça sera un gros test pour le PSG. N'oubliez pas que le PSG joue là contre Reims, c'est leur prochain match de championnat. Après la trêve, ça sera un vendredi, dans à peu près 2 semaines, ça sera la réception de Monaco. Donc là, ils vont jouer contre le 4e et le 3e de la Ligue 1. Donc ça sera 2 gros rendez-vous pour le PSG avant de recevoir Newcastle quelques jours après le match de Monaco. Regardez, tiens, toujours avec les presses, donc la presse du journal L'équipe aujourd'hui et la presse. Donc ça, c'était hier plutôt, au lendemain de la défaite de Liverpool à Toulouse. Et critique la victoire du TFC face à Liverpool. Donc la presse anglaise, elle n'a pas du tout digéré, vous savez, la VAR en fin de match, lors de la rencontre, que le but n'a pas été compter le but égalisateur. Donc Dalistar, ils ont mis French Vars par rapport au mot VAR. Ils ont mis Daily Mirror, ils ont mis Toulouse le complot par rapport à la VAR, l'arbitrage. Daily Express, ils ont mis une bien mauvaise manière de perdre, ou Daily Telegraph, c'est tous des journaux sportifs, on peut dire anglais. Vous êtes allé trop loin avec la VAR, parce qu'ils n'ont pas du tout accepté ce qui s'est passé en fin de match du côté de la presse anglaise. Et toujours tiens avec cette équipe de Toulouse, donc Carles Martinez qui est le coach de cette équipe de Toulouse, il avait dit après le match aller où les joueurs avaient perdu, Toulouse avait perdu 5-1 en field, il a dit, j'ai dit aux joueurs, vous pouvez me traiter de fou, mais je suis persuadé que l'on peut rivaliser avec Liverpool sans changer notre 11. On a perdu 5-1 ce match-là, mais avec le même 11, on recommence titulaire lors du match retour au stadium. Donc là, ça a été le cas avant-hier. On peut faire quelque chose, et ils ont fait quelque chose. Il a dit, je savais que ce n'était pas une question tactique, ça n'avait rien à voir, mais plutôt une question d'engagement. Et on sait que son équipe était transcendée avec le public qui les poussait derrière. Et voilà, ils ont gagné du coup le match 3-2. Et l'avis aussi de Sébastien Tarago dans l'équipe du soir après la victoire de Toulouse contre Liverpool. Donc il a dit, je pense que 90% de nos téléspectateurs ne connaissaient pas 75% des joueurs alignés par Liverpool hier, parce qu'il a beaucoup fait tourner Jürgen Klopp. Là, on parlait de Ben Doak, un joueur que personne ne connaît, il a commencé titulaire, vu que c'est son anniversaire, on parlait tout à l'heure en début d'épisode. Donc il a dit, je trouve ça insultant pour Toulouse de dire qu'ils sont entrés dans la légende. Même vous vous en souviendrez pas l'année prochaine. Donc en gros, il dit que, voilà, Toulouse, ils ont gagné contre Liverpool, mais voilà, il ne faudrait pas se souvenir de cette rencontre parce que Liverpool, c'était pas leur équipe type. Et voilà, Toulouse, eux, ils ont joué contre le 11 qui est aligné en face. C'est pas de ma faute, c'est pas de leur faute, c'est Klopp, les gars. Il a voulu totalement changer ses joueurs pour cette rencontre. Donc voilà, c'est un petit peu n'importe quoi ce qu'il dit. Sébastien Tarago, c'est que lui souvent il dit un petit peu, il dit souvent même n'importe quoi. Bref, on revient les gars sur l'indice UEFA. Donc la France à hauteur des Pays-Bas. J'avais dit que la France là, ils avaient fait une bonne opération malgré les 2 défaites en Ligue des Champions. Ils ont pris pas mal de points. C'est que si on regarde avec les Pays-Bas tout en haut là et la France, on peut voir plus de 2,769 points d'écart
avant la première journée et maintenant on a seulement 0,003 points d'écart. Donc c'est dire que je sais pas, le PSG aurait fait nul, Lille aurait gagné contre Slovan Bratislava, on serait devant le championnat néerlandais, ça se joue à rien. Donc c'est vrai qu'on a fait comme une sacrée remontada par rapport au néerlandais, enfin au championnat néerlandais, on avait quasiment 3000 points d'écart, ce qui est énorme. On continue, tiens, on va parler de Liverpool, vu qu'on parlait d'eux là, vu qu'ils ont un petit peu fait green mine après cette défaite là contre Toulouse, mais on va parler de Salah parce que Salah, il a été nommé joueur du mois en Première Ligue. Félicitations à lui. Donc il a marqué 5 buts lors du mois d'octobre en Première Ligue et c'est lui. C'était le grand favori. Il remporte ce prix. Félicitations à Salah. Bon, je sais pas, il en a remporté combien dans sa carrière des prix du joueur du mois, mais pas mal. Donc sa carte que vous pouvez débloquer sur le mode Ultimate Team sur eSport FC avec des notes géniales. 91 de note générale, 91 de vitesse, 90 de dribble ou même 90 de tir. Voilà. Joueur énorme bien sûr, l'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire du football bien sûr, Mohamed Salah. Du côté du meilleur entraîneur, et c'est encore lui, et c'est officiel, c'est Ange Postecoglou qui est encore été élu entraîneur du mois. Pourquoi encore? Parce qu'au mois d'août c'est lui, au mois de septembre c'est lui, et au mois d'octobre c'est lui, en gros 3 sur 3, les 3 mois, c'est lui qui a à chaque fois reçu ce prix du meilleur entraîneur. Donc 3 sur 3 pour le nouveau coach des Spurs. C'est vrai que Tottenham fait actuellement un gros début, de saison. Bon, est-ce qu'il remportera pour le mois de novembre? Je ne sais pas, n'oubliez pas que Tottenham a pris quand même 4-1 contre Chelsea il y a quelques jours. Donc là, c'était pour le mois d'octobre, c'était le mois d'avant. Donc il n'y avait pas eu ce 4-1 qu'ils avaient pris contre Chelsea. Mais voilà, ce sera peut-être compliqué là de le gagner ce mois-ci. Mais voilà, c'est quand même incroyable ce qu'ils réalisent bien sûr du côté des Spurs. Surtout, on sait que cette équipe de Tottenham, les années précédentes, c'est une équipe vraiment qui galérait en pelle. Et pour l'instant, ça va. Mais le coup dur quand même du côté de Tottenham après la défaite contre Chelsea la semaine dernière, en début de semaine, c'était lundi. Donc terrible coup dur aussi pour Tottenham parce que James Maddison a étincelant, vraiment point fort, une pièce maîtresse de Ange Postecoglou dans l'effectif. Donc il est blessé, il ne rejouera plus avant 2024. Donc en gros là quasiment pendant 2 mois il est forfait. Et ça bien sûr c'est un gros coup dur pour l'équipe de Tottenham. Donc il y a lui et aussi Mickey Van de Ven. Voilà, les deux sont blessés jusqu'à la fin d'année. Mais pas que les deux sont sortis sur blessure lors du match contre Chelsea lundi dernier. Ils ont perdu 4-1, ils ont pris 2 rouges, ils ont perdu 2 blessés. C'est vrai que c'était une soirée catastrophique pour l'équipe de Tottenham. Toujours avec les joueurs du mois cette fois-ci en Serie A, c'est lui, c'est Lautaro Martinez qui était le joueur du mois d'octobre en Serie A. Félicitations à lui, on avait le choix entre tous les joueurs, tiens les petites cartes là dorées. Et c'est Martinez qui a reçu ce prix. Donc voilà, félicitations à lui. C'est vrai qu'actuellement il est le meilleur buteur, n'oubliez pas, du côté de la Serie A. Quelques listes, vous savez, là c'est la trêve internationale dès demain, dimanche, les derniers matchs. Trêve internationale la semaine prochaine et on peut voir par exemple, il y a la liste du Portugal pour les 2 prochaines rencontres. Donc quasiment tout le monde est là. Si vous demandez Ronaldo s'il est là, il est bien là. C'est l'avant-dernier de la liste. Gonzalo Ramos est là, le joueur du PSG malgré qu'il joue pas trop au PSG. Donc Roberto Martinez fait encore confiance bien sûr à Ramos. Bernardo Silva il est là, Palhinha il est là, Neves, Bruno Fernandes ou même Ignacio ou même Pepe. Tiens, Pepe toujours là, le défenseur de Porto qui a été buteur il y a quelques jours en LDC. La liste de l'Espagne pour les qualifications à l'Euro. Donc ça sera un match en Chypre et un match contre la Géorgie, les 2 prochaines rencontres de l'Espagne. Malgré ses excellentes prestations, Real Betis, Isco est absent. Ça c'est dommage parce que Isco, vraiment les derniers matchs il est énorme et à chaque fois il est élu homme du match. À chaque fois du côté de Betis il n'a pas été convoqué. Donc à noter qu'Alejandro Balde aussi n'a pas été convoqué, pas parce qu'il est blessé, parce qu'il n'est pas performant actuellement, mais c'est plutôt un autre défenseur gauche qui a été appelé, c'est lui et il le mérite totalement. Et c'est officiel, Grimaldo est appelé pour la première fois avec la sélection espagnole. Donc il doit avoir 27 ou 28 ans, Grimaldo, première fois qu'il est appelé avec l'Espagne. Donc ses stats, un petit rappel les gars, 16 matchs, 7 buts et 5 passes D, il joue défenseur gauche, il a des stats comme ça, 7 buts et 5 passes D. Donc logiquement il a été appelé Baldé, qui était souvent appelé en tant que défenseur gauche. Je crois qu'il a une passe D seulement cette saison, alors que lui il a 7 buts et 5 passes D. Voilà, donc il a pris le meilleur et bien sûr Grimaldo est actuellement bien meilleur qu'Alejandro Baldé, donc félicitations bien sûr à lui. Il avait déjà montré des belles stats la saison avant d'arriver du côté de Leverkusen, il avait déjà marqué 8 buts et 16 passes D au Benfica. C'est vrai que c'est un sacré défenseur gauche, un joueur tellement sous-coté, ce Grimaldo. Donc il y a lui, il y a 3 autres joueurs aussi qui ont fait leur début avec l'Espagne. Donc il y a Alex Remiro, un joueur de la Real Sociedad, Rodrigo Riquelme, un joueur de l'Atlético, et Alex Garcia, un joueur de Girona, qui fait aussi un gros début de saison. Donc félicitations à ces 4 nouveaux joueurs espagnols. Du côté des Pays-Bas, donc la liste pour les 2 prochaines rencontres. N'oubliez pas que les Pays-Bas sont le groupe de la France. Bon, je ne joue pas contre la France, mais ils doivent se qualifier parce que la France est déjà qualifiée, pas eux. Donc quasiment tout le monde est là, à part Frankie de Jong, il est blessé. Frankie de Jong, c'est encore trop juste. Sinon on attend que ça soit Virgil van Dijk ou je sais pas, il y a qui que je pourrais voir.
Malen, l'attaquant du Borussia Dortmund, ils sont tous présents. Du côté du Sénégal, donc la liste pour les 2 prochains matchs contre la Soudan du Sud et le Togo, 18 et 21 novembre prochain, donc là la semaine prochaine. Donc tous les joueurs convoqués, donc en gros pas de grands changements, pas de surprise, c'est du classique du côté du Sénégal. Du côté de l'Algérie, donc les 2 prochains matchs, la Somalie et la Mozambique, donc c'est des matchs, n'oubliez pas, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, c'est plus les qualifications de la CAN, parce que la CAN on sait déjà les groupes, la CAN commencera dans quasiment 2 mois, on est le 11, dès qu'on sera le 13, donc après-demain, on sera 2 mois jour pour jour du début de la CAN qui commencera le 13 janvier. Donc voici tous les joueurs algériens convoqués pour cette trêve internationale. On prend la direction de Madrid, on va parler du Real et c'est une catastrophe les gars pour le Real Madrid. Arda Güler sera absent des terrains environ 1 mois. Il était proche de revenir, il était dans le groupe lors des 2 dernières rencontres et il n'est pas déjà dans le groupe pour le match de ce soir parce qu'il s'est de nouveau blessé. La pépite turque souffre d'une déchirure au quadriceps droit. Quadriceps, en gros, c'est derrière la cuisse. C'est une blessure que beaucoup de footballeurs ont, les déchirures, les élongations, les claquages, les pointes derrière la cuisse. Et il a ça. Donc, 1 mois encore d'indisponibilité. Donc, en gros, il n'est pas là ce soir. Il ne sera pas là pour la trêve internationale. Il devrait revenir quasiment mi-décembre. C'est fou, Donc c'est vrai qu'on pense les gars qui ont... Enfin regardez, ça c'est une petite photo, on peut dire montage, mais voilà, il est en train de nous faire une Eden Hazard, un Hazard qui a été beaucoup blessé au Real. C'est vrai qu'Arda Güler, depuis son arrivée, il a toujours joué aucune minute du côté du Real. On lui envoie bien sûr beaucoup de force parce qu'il est tout jeune, il a 18 ans, et voilà, tu as besoin de jouer quand tu es jeune, et on doit penser vraiment qu'il faut qu'il soit fort mentalement les gars pour surpasser ça, parce que ça va être compliqué pour lui, il arrive quand même au Real, il a envie de jouer. Puis voilà, son corps, les gars, le lâche à chaque fois. Grosse force, bien sûr, à Arda Güler. Kepa qui s'était blessé à l'échauffement lors du dernier match contre c'était le Braga en LDC. Donc officiel, il sera absent 2 à 3 semaines pour une blessure à l'adducteur. Donc André Luna le remplacera. Donc ce soir, ça sera Luna, le gardien ukrainien, qui sera titulaire contre Valence à 21h du côté du Bernabeu. Gattuso sur Vitinha, je suis très content, très fier pour lui. Il a fait un match incroyable. Donc là, il parle du match contre Athènes. J'aime Vitinha, son travail est de jouer et de marquer des buts. Il y a souvent cette polémique au sujet de ma relation avec lui. Il est très fort, mais quand nous avons plusieurs joueurs, il faudra faire des choix bien précis. Vu qu'Aubameyang n'était pas là, il était forfait Aubameyang. C'est pour ça que là, il n'y a pas de doute. Là, c'était Vitinha qui commence titulaire. Mais quand il y a tous les attaquants qui sont dispo, donc il faut faire des choix. C'est pour ça qu'il n'est pas tout le temps titulaire, tout simplement. Et 2 jours après mon arrivée à Marseille, j'ai dit à Vitinha qu'il n'avait qu'une chose à améliorer, le sourire. Parce que peut-être il tirait un petit peu la tête du côté de Marseille. Donc voilà ce que peut dire Gattuso sur Vitinha à la fin du match contre Athènes. On va parler de John McGinn, Aston Villa, à propos de sa célébration. Ce qu'il fait là, voilà. Mon neveu a une mauvaise vue, il porte des lunettes pour jouer au foot. J'ai décidé de mettre les lunettes quand je marque. J'espère que cela inspirera beaucoup d'enfants. Voilà, tout simplement pourquoi il fait cette célébration, le joueur d'Aston Villa. Des nouvelles de Jamal Musiala qui est sorti sur blessure lors du dernier match du Bayern Munich. Il va être absent pendant 2 à 3 semaines pour une légère déchirure des fibres musculaires à l'ischio-jambier. L'ischio-jambier, c'est quoi? C'est la cuisse encore. C'est derrière la cuisse. C'est une pointe, voilà, une petite déchirure des fibres musculaires. Donc lui aussi, il sera forfait là pour les prochains matchs. Il loupera bien sûr le rassemblement avec la Mannschaft. Hugo Ekitike serait ouvert à un départ du PSG, mais pas n'importe où, dans un club où déjà il aura sur du temps de jeu et pas n'importe quelle équipe, une équipe bas de gamme. Il veut une équipe haut de gamme tout simplement. N'oubliez pas que Hugo Ekitike, cette saison les gars, c'est 0 minutes en Ligue 1, même toute compétition confondue, il n'a pas joué. Donc voilà, il veut quitter Paris, c'est plutôt logique parce que là, lui aussi il a besoin de jouer. On va parler d'Arsenal, envisage Douglas Luiz pour renforcer son milieu de terrain cet hiver d'après Fabrizio Romano. Donc affaire à suivre, lui aussi il fait un gros début de saison du côté de Villa. Alphonso Davies envisage de rejoindre le Real Madrid l'été prochain et est déjà en contact avec le club. Donc il y a contact direct entre le Real et l'entourage et le joueur Alphonso Davies. Donc si ça se fait, ça se fera de toute façon l'été 2024, ça va pas se faire en janvier. Je vois pas du tout le Bayern lâcher Davies en plein milieu d'une saison, mais voilà, il y a de fortes chances qu'il aille du côté du Real Madrid, le défenseur gauche Davies. Galatasaray a déjà entamé des discussions avec Tottenham pour mettre fin au prêt de Tanguy Ndombele plus tôt parce que ça se passe pas super bien en gros son prêt du côté du Galatasaray et du coup il devait être prêté jusqu'à la fin de saison, jusqu'au 30 juin et en gros il pourrait déjà couper le prêt Galatasaray, il pourrait déjà revenir à Tottenham. On pense qu'il serait de nouveau prêté ou vendu Tanguy Ndombele. La Juventus a rencontré l'entourage de Calvin Phillips pour un éventuel transfert, donc lui aussi il a besoin de jouer parce qu'il ne joue pas du côté de City et surtout il y a l'Euro qui arrive et s'il veut être dans le 11, au moins dans le groupe de Gareth Southgate, pas là par exemple il a été convoqué, il est dans le groupe de l'Angleterre pour les 2 prochains matchs à la trêve, mais voilà pour l'Euro il va devoir jouer et s'il joue pas, en gros il sera peut-être pas appelé, donc c'est pour ça il va aller dans une équipe où il peut jouer et là Juventus est fortement intéressé.
On va parler de ce joueur, je pense que personne ne le connaît, mais moi je ne le connaissais pas avant de lire cette info. Donc Nestori Irankunda, donc né en 2006, donc tout jeune. Cette pépite australienne est sur le point de rejoindre le Bayern Munich dès 2024, annonce Fabrizio Romano. S'il dit ça Fabrizio Romano, c'est pas une info au pif comme ça, non, c'est que ce joueur va bien rejoindre le Real Madrid, le Bayern, désolé. Donc le transfert s'élève à environ 3,5 millions d'euros plus bonus. Voilà, ce joueur devrait débarquer du côté du Bayern. Il a 17 ans, je ne sais pas il joue quelle position, j'en sais rien. Voilà, ça me fait penser un petit peu à Alphonso Davids aussi, qui jouait, personne ne le connaissait, il jouait au Canada, je crois que c'était Impact Montréal. Puis il est arrivé du côté du Bayern, personne ne le connaissait, puis maintenant tout le monde le connaît, tout le monde le connaît, Davids, en plus on a parlé de lui il y a quelques instants. Donc voilà, ce joueur australien devrait débarquer du côté du Bayern, donc un nom à surveiller, Irankunda. On va parler de Varane, intéresse fortement l'Arabie Saoudite, mais Erik ten Hag souhaiterait le garder parce que du côté de Manchester, tiens, on va en parler en plus là, il y a beaucoup de joueurs blessés, puis voilà, il souhaite le conserver, mais n'oubliez pas que Varane actuellement, c'est un remplaçant. Actuellement, c'est Harry Maguire et Evans, la charnière du côté de Manchester United. C'est plutôt léger quand même, surtout quand on voit tous les buts pris. Et Varane est seulement actuellement sur le banc parce que j'ai pas dit Lautaro Martinez parce qu'actuellement il est blessé, Martinez, le défenseur argentin. Donc voilà, concernant Varane, il pourrait peut-être aller en Arabie Saoudite. José Mourinho ne mâche pas ses mots après la défaite contre le Slavia Prague. Ils ont perdu 2-0, c'était jeudi soir en Europa League. Il a dit: qu'est-ce qui nous a manqué? Tout le résultat est mérité. L'équipe a tellement mal joué. Beaucoup n'avaient pas la bonne attitude. Nous avons été horribles. Voilà, donc quand il a des choses à dire, il est franc tout simplement. José Mourinho, que son équipe n'a pas été bonne. Christophe Galtier sur Warren Zaïre-Emery. Au bout de 2-3 mois, tu t'aperçois que tes grands joueurs aiment l'avoir dans leur équipe à l'entraînement quand ils font les matchs de fin d'entraînement. Souvent, ils faisaient les équipes. Et souvent, Warren Zaïre-Emery était l'un des premiers choisis. C'est que voilà, il a une qualité. Quand tu mettais avec Mbappé, Neymar, Messi, Ramos ou Verratti, il ne faisait pas la gueule en le voyant avec la même couleur de chasuble. Loin de là, ils étaient plutôt contents tout simplement d'avoir Warren Zaïre-Emery dans leur équipe. Voilà, c'est quand Galtier il disait ça à l'époque quand il était entraîneur, bien sûr, de Paris. Un jeune talent irlandais de Brighton, je pense que pas mal le connaissent, Evan Ferguson, il prolonge du côté de Brighton, prolongation jusqu'en 2029 pour cette pépite irlandaise. L'Inter Milan cible Thiago Diallo dont le contrat se termine en juin prochain. Lille a essayé de le prolonger, il ne veut pas prolonger, donc les premiers contacts sont déjà établis pour une arrivée libre. Donc c'est pour ça que c'est un coup dur pour Lille parce que c'est un très bon joueur. Lille veut le prolonger, il ne veut pas parce que lui il aimerait aller ailleurs et aussi toucher une prime à la signature. S'il n'a plus de contrat et par exemple s'il va à l'Inter, il peut toucher une belle prime à la signature et c'est problématique bien sûr pour Lille qui pourrait récupérer 0 €. Guirassy est ouvert un transfert en première ligue. Le joueur a une clause libératoire de 17 millions d'euros seulement. Quand on voit ce qu'il a fait actuellement, c'est dommage qu'il est blessé, mais ce qu'il a fait, deuxième meilleur buteur de Bundesliga derrière Harry Kane et il est déjà 14 buts inscrits quand même en Bundesliga. Il pourrait filer en première ligue et peut-être même dès janvier. Corentin Tolisso fustige l'absence de sanctions après les incidents survenus durant OM-OL. Il a dit en parlant de Fabio Grosso, son coach a failli perdre un œil. Je trouve fou qu'il n'y a eu aucune sanction pour l'Olympique de Marseille, parce que c'est officiel, l'OM n'aura pas de sanction parce que les faits se sont passés en dehors du stade et pas dans le stade, le cassage du bus. J'ai vraiment eu peur depuis l'intérieur du bus. Il va se passer quoi quand on va y retourner? Qui nous dit que cela ne se reproduira pas? Les vitres ont été pétées, des projectiles auraient pu arriver. Je ne vois pas ce qu'il faut attendre pour qu'il y ait des sanctions. C'est aberrant de ne pas avoir de sanctions. Il se passe quoi si un joueur perd un œil et arrête sa carrière? Donc voilà, les mots forts. On peut comprendre bien sûr que Tolisso a été choqué, comme tous les joueurs lyonnais. Et ça qu'il n'y a eu aucune sanction, mais voilà, c'est pas l'OM, c'est les supporters de l'OM, quelques supporters de l'OM qui sont accusés par rapport à ça. Et c'est vrai que ça fait polémique parce que Lyon veut des sanctions pour l'OM. L'OM, ils n'ont pas de sanctions par rapport à ça. Donc voilà ce qui s'est passé. N'oubliez pas que ce match, ce jour-là, c'est le mercredi 6 décembre, c'est officiel, à Marseille avec du public, c'est officiel. Et les supporters de Lyon sont interdits de déplacement. Ils étaient venus. Pour le match, du coup, qui n'était pas joué. Du coup, ils ne pourront pas venir pour le match le mercredi 6 décembre prochain et c'est officiel. On continue toujours avec Lyon. Ne comprend pas et ne digère pas que la seule conséquence de la blessure de Grosso soit qu'on lui demande de voyager avec des vitres plus solides. C'est vrai que du côté de Lyon, les gars, ils ne comprennent pas du tout ce manque de sanctions. On va parler d'Erik ten Hag. Sous Erik ten Hag, Manchester United a dépensé plus de 445 millions d'euros en un an. Regardez tous les joueurs. Je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, les trois plus gros. Anthony, 95 millions d'euros. C'est un
un flop, on le dit, hein, les stats ne sont pas bonnes pour Anthony. Ojlund, 75 millions d'euros pour lui, pour l'instant ça va, meilleur buteur actuellement du club, il a inscrit 5 buts, les 5 en Ligue des Champions, 0 but en PL. Casemiro, 70 millions d'euros, bon, c'est plutôt, je trouve, une réussite comme Casemiro, mais voilà, tous les autres joueurs, Mount, il y a un joueur que moi j'adore, hein, Mason Mount, les gars, c'est l'ombre de lui-même, on le voit pas du tout, il n'arrive pas, hein, du côté de Manchester. Lisandro Martinez, bon, il est blessé, Onana, c'est très moyen, Malacia, bon, il est blessé, Amrabat, il joue très peu, donc voilà, donc les résultats, on peut voir, voilà, on peut voir surtout les défaites, hein, mises à l'écart de Sancho et Anthony, dernier de son groupe actuel de Ligue des Champions, 8e de Première Ligue. Ils ont pris un défaite 4-0 contre Brentford, un 6-3 contre City, un 7-0 contre Liverpool, un 3-0 contre Newcastle, un 4-3 contre Copenhague. Donc voilà, c'est quand même très moyen les stats, on peut dire. Et les résultats, et surtout avec l'argent comme investi, avec ses quasiment plus de 450 millions d'euros investis sur un an. Donc voilà, c'est compliqué pour Erik ten Hag. Et le problème aussi, c'est qu'il est également décimé par les blessures dans le secteur défensif. N'oubliez pas que Martinez est blessé, tout ça. Donc Manchester devrait signer un nouveau défenseur central cet hiver. C'est pour ça qu'il souhaite déjà garder Raphaël Varane, on en parlait tout à l'heure, que Varane, lui, il serait plutôt bien ok pour l'Arabie Saoudite, mais lui, il souhaiterait le garder vu qu'il n'y a plus personne en défense. Enfin, il y a beaucoup de blessés. Donc, les Red Devils comptent un nouveau défenseur indisponible dans leur rang après la blessure de Johnny Evans, qui s'est blessé. Donc voilà, concernant cette équipe. Et toujours tiens du côté de Manchester, on va parler de Marcus Rashford et de son frère. Donc agent et frère de Marcus Rashford, Dan Rashford, a frappé sa petite amie Révèle. J'en ai parlé il y a quelques jours et je n'avais pas dit ce qu'il avait fait. En gros, il a frappé tout simplement sa copine. Hein. Donc la raison, celle-ci ayant des messages d'une star de Première Ligue sur son téléphone. Il a vu ça et il a vu rouge tout simplement. Il l'a tapé. Donc l'homme a été arrêté en Floride, à Miami. Donc c'est le grand frère et l'agent. Hein, c'est l'agent de joueur tout simplement de son frère Marcus Rashford. On va parler de Villarreal, vire encore son entraîneur. Donc après s'être séparé de Quique Sétienne début septembre, le nouveau coach de Villarreal, Pacheta, vient de se faire licencier hier vendredi. Donc voilà, deux coachs quand même licenciés à Villarreal en l'espace de 3 mois, en début de saison. Donc ça file du côté de Villarreal, ils sont 13e actuellement du championnat. Et le grand favori devrait être lui, les gars, c'est Marcelino actuellement sans club. Et d'après Fabrizio Romano le dit, c'est Romano dit ça, c'est qu'il y a de fortes chances, va devenir le nouvel entraîneur de Villarreal après le licenciement de Pacheta hier. Paulo Maldini est le candidat principal pour devenir le nouveau directeur sportif de l'équipe de Al Ittihad où joue par exemple Benzema. L'ancien du Milan se décidera bientôt et le club saoudien est une sérieuse possibilité parce que lui a été licencié de son poste de directeur sportif de l'AC Milan et il pourrait devenir directeur sportif de cette équipe saoudienne. Des nouvelles de David De Gea actuellement libre, il est très proche de retrouver un club et ce serait pas Manchester, il pourrait aller du côté du Betis Séville avec qui le gardien de 33 ans négocie. Voilà, donc peut-être direction l'Espagne et retour au pays, on peut dire, pour David De Gea. Officiel, Eze prolonge son contrat à Crystal Palace jusqu'en juin 2027. J'en avais parlé, je crois, hier ou avant-hier, j'ai dit qu'il était très proche d'une prolongation, c'est fait. Il prolonge son contrat jusqu'en 2027 et il augmente son salaire à plus de 115 000 parce que j'ai vu l'info. Tiens, on va faire la vidéo, 115 000 euros par semaine. Il touche maintenant du côté de Crystal Palace. Eze, donc félicitations bien sûr à lui. Victor Wembanyama, donc c'est un joueur français très connu, donc maintenant il joue du côté de la NBA. Donc il a été questionné par rapport à son équipe de foot préférée. Mon équipe c'est le PSG bien sûr, il soutient le Paris Saint-Germain. Le basketteur, on lui souhaite bonne chance du côté de San Antonio. Officiel, la tribune Auteuil du Parc des Princes écope d'une fermeture d'un match avec sursis de 2 ans par l'UEFA. Pourquoi? Parce que les fumigènes allumés avant la rencontre face à l'AC Milan il y a 3 semaines, souvenez-vous à ce magnifique tifo, il y avait plein de fumigènes qui ont été allumés. Et ça, on sait que l'UEFA, ils n'aiment pas. Donc, en gros, le tribunal Auteuil écope d'une fermeture d'un match avec sursis. Ça veut dire sur 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il faut qu'aucun fumigène soit allumé du côté du PSG en Ligue des Champions. On pense qu'il y en aura peut-être qui seront allumés un coup. Et du coup, s'ils sont allumés au moins une fois, donc un match sera ferme. Enfin, la tribune Auteuil sera fermée à huis clos pour une rencontre. Donc voilà. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec ce maillot. À quel genre pensez-vous en premier en voyant ce maillot? Donc, c'est le maillot de l'Allemagne. Bon, il y a pas mal d'années. On peut voir qu'ils avaient seulement 3 étoiles. Ils n'avaient pas encore leur 4e Coupe du Monde. Et voilà. Pour les plus anciens, peut-être les plus jeunes, je ne sais pas si vous l'avez connu, ce maillot de l'Allemagne. Donc, moi, je l'ai connu et j'ai pensé directement à Ballack, les gars, anciens très grands joueurs de la Mannschaft, capitaine aussi de l'Allemagne. Donc, j'ai pensé à lui. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez pensé à un autre joueur. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.